Paul Kariya qui subit un traumatisme crânien avant de marquer le but qui tue le match, Michael Jordan qui remporte les finales de NBA malgré la maladie, Rafael Nadal qui remporte Roland Garros malgré une douleur insoutenable. On a vu dans la vidéo précédente comment notre société glorifie la douleur et la souffrance dans le sport de haut niveau. Cette mentalité, qu'on peut appeler no pain no gain ou dolorisme, repose sur une idée simple: il faut souffrir pour réussir. On a aussi vu que le dolorisme touche particulièrement le bodybuilding, les sports d'ultra-endurance, les sports de combat ou les disciplines artistiques comme la gymnastique, le patinage artistique ou la danse. Mais on a vu qu'en réalité, la mentalité no pain no gain se retrouve partout dans notre société. Dans les shonen, dans les musiques, dans les films, et bien plus encore. C'est donc peu étonnant si moi le premier, j'ai longtemps été imprégné par cette logique, serrer les dents, encaisser. Elle a façonné toute ma trajectoire sportive, jusqu'à mes fractures de fatigue au dos et les douleurs chroniques au dos que je documente aujourd'hui sur cette chaîne. Mais ces dernières années, j'ai commencé à déconstruire cette mentalité et à en mesurer l'impact sur les athlètes pros et amateurs, sur ce que l'on valorise, sur notre manière de bouger et de faire du sport, et même sur notre porte-monnaie. Mais avant de rentrer dans ces considérations, essayons de comprendre aujourd'hui pourquoi glorifie-t-on la souffrance dans le sport? D'où vient cette mentalité no pain no gain? Alors avant de se lancer, petit disclaimer. Le but de cette série n'est ni de faire l'apologie du no pain no gain, au contraire, vous allez voir, ni de dire qu'il faut absolument fuir l'inconfort. Sinon, mon move de faire des Ironman serait un choix un peu discutable. L'idée c'est de nuancer, de montrer l'utile et le néfaste, de montrer comment tout ça nous influence, pour pouvoir faire évoluer notre réflexion et trouver des solutions pour chacun d'entre nous. Allez, c'est parti pour la vidéo. No pain, no gain. Je suis dans les parages. J'ai qu'un no pain. No pain, no gain. Le dolorisme, c'est un truc vieux comme le monde. Dès l'Antiquité, tu le retrouves dans la mythologie avec ce bon vieux Prométhée qui se fait bouffer le foie, tu le retrouves chez certains qui ont déformé le stoïcisme pour faire l'apologie de la souffrance, ou même dans le christianisme avec certaines interprétations qui donnent à la souffrance du Christ une valeur rédemptrice. Donc ça a toujours été là, mais la question c'est à quel moment ça a basculé dans le sport. On pourrait en parler pendant des heures, donc je vais me contenter de vous donner un bref aperçu de 3 grandes raisons historiques qui ont permis à l'approche no pain no gain de faire sa place dans les sports modernes. Héritage militaire et impérialisme, industrialisation et productivisme, virilisme. Beaucoup de isme. Le sport moderne s'institutionnalise au 19e siècle dans un contexte où les sociétés occidentales cherchaient à renforcer et discipliner les corps pour des raisons morales, sociales ou militaires. À ce moment-là, on a des empires coloniaux qui dominent le monde, à commencer par l'empire britannique. Comme l'explique cet ouvrage, les public schools britanniques servaient à forger des hommes disciplinés, virils et chrétiens, aptes à gouverner l'empire. Les auteurs résument tout ça avec le concept de Muscular Christianity. Ce sont elles qui vont codifier des jeux physiques qui vont servir à former des élites viriles, loyales et aptes à commander. Et ces jeux physiques qui prendront ensuite le nom de football, de rugby, de cricket, etc. Voilà d'où viennent beaucoup de nos grands sports modernes. D'ailleurs, les empires coloniaux, français, britanniques, américains, ils ont ensuite exporté ces sports dans l'empire, que ce soit foot, rugby, cricket, baseball, comme instrument de civilisation et de domination culturelle. En France, les élites comme Pierre de Coubertin sont traumatisées par la défaite contre la Prusse en 1870. Pierre de Coubertin promeut à fond le sport car il dit vouloir régénérer la race française par la rééducation physique et morale des futures élites du pays qui a connu la défaite de 1870. D'ailleurs, il est grandement inspiré par l'Angleterre et ses public schools qu'il est lui-même allé visiter, et il a notamment visité le collège de rugby qui a inventé le rugby, bien joué les amis! Bref, dès l'origine des sports modernes, il y a ce mélange de virilisme et de militarisme qui est déjà là. Et puis ça va se poursuivre avec les méthodes de l'armée jusqu'à aujourd'hui, avec des entraînements très durs, voire archi-extrêmes dans les forces spéciales, dans les Navy Seals, dans les stages de survie, des slogans du type « Pain is weakness leaving the body, embrace the suck », l'idée de la fraternité par la douleur, ou l'idée de déshumanisation temporaire pour atteindre ses objectifs. Et j'en passe. Là il s'agit de guerre et d'armée moderne, pas de sport. Oui, on est d'accord. Mais j'en parle parce qu'on verra dans les prochaines vidéos que les plus extrémistes dans l'apologie du no pain no gain dans le sport, ce sont bien souvent un petit groupe d'ex-militaires qui amènent dans le sport ce qu'ils ont vécu dans l'armée. À l'époque où émergent les sports modernes, l'industrialisation se développe toujours plus et le productivisme est poussé à l'extrême. On a des sports modernes comme le cyclisme qui se développe à la fin du 19e siècle avec la fascination pour la vitesse, la mécanique, le progrès technique, et c'est aussi l'époque où émerge la culture du record et les fédérations sportives qui normalisent les règles des sports. Et cette fascination pour la mécanique va pousser les industriels et les capitalistes à penser les corps comme des machines à optimiser. Mesure du rendement, standardisation, chronométrage, hiérarchisation des performances, etc. Et d'ailleurs, fun fact, les ancêtres de nos sciences du sport, comme la physiologie du mouvement ou la biomécanique du mouvement,
En fait, à l'origine, c'était juste pour maximiser l'efficacité du mouvement des ouvriers et faire plus de thunes, hein. Ça n'avait rien à voir avec le sport. No pain, no gain. We rise above the flames, through the fire, through the rain. We embrace the change. No pain, no. J'ai déjà évoqué l'aspect virilisme dans les origines militaires du sport. Mais pour compléter, il faut bien comprendre que de nombreux sports modernes ont été créés par des hommes pour des hommes. Les femmes s'en retrouvent généralement exclues. Pour rappel, les femmes ont été interdites de l'épreuve du marathon au JO jusqu'en 1984. 1984, c'est une dinguerie, 100 ans après les hommes. Or, les sports étaient associés à la masculinité. Et la masculinité à l'époque, c'était ce que nous aujourd'hui on appellerait du virilisme. C'est force, résistance, capacité à dominer l'autre, à ne pas pleurer, à vaincre l'autre, faut être dur, invulnérable. Et donc bon, ça correspond bien aux valeurs no pain no gain dont on a parlé jusqu'ici. En résumé, le sport moderne à l'origine, c'est pas juste du plaisir et du jeu. Le sport moderne, c'est aussi construit sur des valeurs virilistes, militaires, industrielles, et donc on traîne forcément encore cet ADN aujourd'hui, et ça explique qu'on glorifie la souffrance et la dureté dans le sport aujourd'hui. Ça, c'était les raisons historiques. Mais il y a des raisons très concrètes, très actuelles, qui expliquent que la glorification de la souffrance dans le sport soit aussi notable encore aujourd'hui. No pain, no pain, no gain. Dans une société de divertissement et de spectaculaire, la souffrance devient une preuve visible d'engagement. Si tu souffres, c'est que tu donnes tout. C'est émotionnellement puissant et facile à raconter, et ça renforce le narratif que tout est possible si tu le veux vraiment. Y a qu'à penser aux grimaces de Thomas Voeckler sur le Tour de France, c'était mythique. Ça agaçait tout le peloton, ça a même fini par l'agacer lui-même. Je pouvais agacer avec toutes mes grimaces, je m'agaçais moi-même quand je revoyais les images. D'ailleurs, c'était devenu un toc, hein. C'était même plus, je faisais même plus quand j'étais en pleine souffrance, j'en faisais tout le temps quoi, des grimaces. Mais les spectateurs, et moi le premier quand j'étais petit et que j'ai commencé à regarder le Tour de France, les grimaces, ça nous parlait. Car oui, lorsqu'on comprend pas la performance, au moins on peut imaginer la souffrance. Je dis ça parce que je fais le constat que l'immense majorité des spectateurs ne comprennent pas pleinement les performances sportives qu'ils voient à la télé. Oui, tous ces chronos au centième de seconde en athlée, tous ces watts en vélo, ces figures hyper impressionnantes en skateboard, oui, c'est impressionnant, oui, ils sont forts, oui, ils vont vite. Mais ça s'arrête souvent là, et il manque une compréhension plus fondamentale et plus précise de tout ce que ça implique physiologiquement et techniquement. Et c'est tout à fait compréhensible, parce que c'est plus facile de comprendre l'esprit battant de Rafael Nadal et toute la souffrance qu'il a endurée avec son pied, plutôt que de comprendre la coordination extrême que ça demande de faire ses coups droits liftés à 4000 tours par minute, ou comment c'est incroyable de produire autant de puissance que lui sur une surface aussi instable que la terre battue. Donc c'est pas étonnant. On a d'un côté la souffrance physique, quelque chose qu'on a tous expérimenté et donc ça nous parle et c'est facile de faire un transfert. D'un autre côté, on a la compréhension de la performance sportive qui nous demande tout un tas de connaissances et une certaine forme de raisonnement. Surtout qu'on n'est vraiment pas aidé par les médias. À longueur de journée, je lis des articles ou des commentaires sportifs truffés d'erreurs, d'idées reçues ou de raccourcis foireux. Le système médiatique est foutu d'une manière à privilégier l'émotion immédiate et le storytelling simplifié plutôt qu'à pousser les journalistes à comprendre la performance. Et ceux qui s'y connaissent, on les pousse à dire des banalités ou on met moins en avant leur travail. Et franchement, c'est trop dommage parce que quand tu commences à poncer un sport et avoir une compréhension très fine des performances que tu vois à la télé, c'est jouissif de ouf. Mais derrière, il y a une médaille française. Valise de l'Angers. Il l'a fait. Enfin, si on glorifie autant la souffrance, c'est aussi parce que beaucoup de gens l'associent au mérite et lui attribuent une valeur morale, comme si la souffrance servait à justifier le succès. Il ou elle a souffert pour, donc il ou elle a mérité son succès. No pain, no gain. Plus tu souffres, plus tu mérites ton statut. On y reviendra souvent sur cette chaîne, mais on vit dans une société assez paradoxale où la méritocratie, on l'invoque quand ça nous arrange et on l'oublie quand ça nous arrange. Un coup, on entend des gens rabaisser la performance de quelqu'un sous prétexte qu'il aurait un don inné, une génétique favorable, ou beaucoup plus de temps et de moyens pour s'entraîner optimalement. Sous-entendu, la méritocratie, ça n'existe pas. Un autre coup, on entend ces mêmes gens nous sortir tout un storytelling sur combien ils en ont bavé pour en arriver là, à la seule force de leur volonté et de leur détermination. Sous-entendu, la méritocratie existe, regardez, j'en suis la preuve, et bien sûr, j'évite de parler de tous les facteurs environnementaux qui m'ont aidé et qui me permettent d'être là où je suis aujourd'hui. Et pour aller plus loin dans cette idée de mérite, je pense que la souffrance qu'endurent les athlètes pros ou maintenant les athlètes influenceurs sert de contrepoids à leur starification. Comme on accuse souvent les sportifs pros d'être des millionnaires déconnectés, eh bien les histoires de souffrance physique les rendent à nouveau humains, admirables. Ce ne sont plus juste des multimillionnaires qui vivent dans un confort indécent, qui sont pas juste riches et déconnectés, ils souffrent pour nous, ils souffrent pour nous inspirer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que les marques et de nombreux athlètes influenceurs essayent de nous vendre tout en générant des revenus là-dessus, mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo, comment le no pain no gain est devenu un business. Allez, ciao!